Le terme cyberpunk est apparu pour la première fois en décembre 1984 pour qualifier le roman neuromancien de l'écrivain William Gibson. Ce roman est considéré par beaucoup comme celui qui a posé les bases et plus globalement fondé l'idée de cyberpunk. Le principe de cyberpunk renvoie à la science-fiction où un héros, plutôt un anti-héros, évolue dans une dystopie futuriste. La particularité de ce monde, c'est que les technologies utilisées sont vraisemblables, dans le sens où, au vu des différentes technologies que nous avons à notre disposition aujourd'hui, il n'est pas déconnant d'imaginer que d'ici plusieurs dizaines d'années, on pourrait voir apparaître des technologies semblables. Le cyberpunk met l'accent sur le développement de la façon dont nous interagissons avec les autres corrélés avec la cybernétique qui est prédominant. C'est-à-dire que dans cet univers, les implants robotiques se sont démocratisés. À vrai dire, tout le monde en possède au moins un. Aujourd'hui, on va parler d'un animé qui a accompagné la sortie du jeu Cyberpunk 2077, et cet animé, c'est Cyberpunk Edgerunners. Attention, ça va spoiler. Dans Cyberpunk Edgerunners, la ville représente les côtés sombres d'un futur dystopique dans lequel les inégalités sont rois. Elle est gangrénée par un mal violent qui a des conséquences sur le fonctionnement même de la ville. Ce mal, ce sont les implants qui semblent être accessibles par tous. La ville est jonchée de SDF qui ne peuvent plus payer leur loyer à cause en partie de leurs achats d'implants. Les dirigeants ne font rien contre ça, et c'est même le contraire. Ils font tourner l'économie souterraine et laissent la ville en proie à des chasseurs de primes. Le seul moment où ils interviennent, c'est lorsqu'une personne tourne en cyberpsycho. Mais ça, on en reparlera plus tard. Plutôt que de régler le problème à la source, ils préfèrent prendre au cas par cas, puisque le désordre et la peur semblent leur être profitables. D'ailleurs, la ville est en réalité dirigée par deux corporations qui utilisent la ville comme terrain de jeu. Et l'autorité politique dans tout ça, c'est à se demander si elle existe. On la voit surtout avec la police, qui semble bien ridicule face à des gars surarmés, montrant ainsi que l'autorité politique est déconnectée de la réalité, bien qu'ils aient mis en place une unité d'élite permettant de régler ce genre de problème nommé la MaxTac. Cette unité n'est pas pour autant parfaite, comme le dit un personnage dans le jeu Cyberpunk 2077, il marche comme nous. Ils parlent comme nous, MaxTac c'est juste des criminels avec une plaque de police. Au-delà de ça, dans cette ville, si tu veux pouvoir évoluer, l'argent est le maître mot. Mais si tu travailles honnêtement comme simple citoyen, de la classe moyenne, ça ne suffit pas. On le voit avec le personnage principal qui est David, qui semble subir les décisions de sa mère, mais aussi celles que la ville fait pour lui. En réalité, il n'a pas le choix. Sa mère veut l'élever socialement et pour ça, il faut faire des études et faire des sacrifices. Le simple fait d'être de la classe moyenne, face à des privilégiés fils et filles de cadres, dans une ville dominée par des chefs d'entreprise, est signe d'harcèlement et de rejet. Il y a une forme de racisme. T'es un vrai paria, t'es une anomalie, un déchet humain. Et rien de ce que tu feras ne pourra le changer. Si au plus profond de toi, t'es pourri jusqu'à la moelle. Alors à défaut de changer, évite au moins de nous contaminer. Il n'y a donc aucune volonté d'évolution, les riches doivent rester riches et les pauvres doivent continuer à nuire à leur propre vie et celle des autres pour tenter de survivre dans un monde qui leur est hostile. Hostile car eux, ils n'ont aucun privilège et c'est même pire, sans privilège, ils n'ont pas le droit à la sécurité et à la santé. On le voit un peu plus tard dans le premier épisode, notre protagoniste avec sa mère sont pris dans une fusillade. La voiture tout comme ses passagers sont touchés de plein fouet. La mère de David se tient là et... C'est pas un client. Elle non plus. Attendez! Occupez-vous seulement de l'assurer. La morgue enverra quelqu'un pour les autres. Bien reçu. Quoi? Putain, mais vous déconnez! Hé, revenez! Putain! Vous allez vraiment nous laisser crever là? Elle n'était pas assurée, elle n'a donc pas le droit à la vie. Elle succombera d'ailleurs de ses blessures pour le seul et unique motif qu'elle n'a pas eu la chance de pouvoir gagner sa vie correctement. Un personnage dira d'ailleurs plus tard: grâce à elle, je vais enfin pouvoir grimper les échelons. Quand on veut réussir à Night City, il faut forcément passer par les corpos. Et ça représente bien la mentalité de cette ville où une séparation à la fois géographique mais aussi en termes de considération se fait entre les riches et les pauvres. On voit donc que Night City est sans pitié et qu'il n'y a pas de place pour la compassion. Les cyberpsychos sont dus à une seule et unique chose, la machine. On pense souvent à la machine qui dépasserait l'homme car modulable, et si l'homme devenait la machine? Lorsque l'on pense aux implants robotiques, dans l'imaginaire collectif, on pense souvent à l'évolution de l'humanité, et en même temps si nous avions la possibilité de nous parfaire, d'être plus qu'un humain, de développer des capacités, on le voit d'ailleurs avec Neuralink, la machine peut nous permettre de développer nos compétences, de diminuer des handicaps, et j'en passe. Mais pour cela il faut qu'il y ait des régulations, et ce n'est pas le cas dans ce monde. La cyberpsychose est très peu mise en avant dans le jeu, et ça peut se comprendre. En tant que joueur, elle représente plus une contrainte allant à l'encontre d'une promesse de liberté. Mais dans la série, cet aspect est central, et même plus que ça, il est prédominant. Presque tout ramène à la cyberpsychose. Déjà, qu'est-ce que c'est réellement? C'est lorsque la machine prend le dessus sur l'homme. On peut faire un parallèle avec Freud et son ça, représentant la pulsion de l'homme en tant qu'animal pur, le surmoi représentant les voix dans notre tête qui nous contraignent, et le moi
qui est un entre-deux. En réalité, nous sommes le moins. Et bien la cyberpsychose peut être comparée au ça, la part bestiale, animale qui prend le dessus sur l'homme. Mais bref, revenons à David, notre personnage principal. Pour lui, la pose d'un plan est corrélée par de fortes émotions, et notamment par la vengeance. La première fois qu'il franchit le pas, c'est après la mort de sa mère, pour se venger de ses détracteurs. Puis plus tard, il sera en quelque sorte recueilli par un groupe de mercenaires, et Maine va devenir une figure paternelle, voire parentale, car ce n'est pas réellement montré, mais David n'ayant plus aucun modèle, il a vu en Maine un moyen de devenir quelqu'un. Donc quand il lui a dit « Ton corps est encore organique ? Quoi ? Économise tes édits et investis dans des implants. De la viande sans chrome fera pas long feu avec un Sandevistan. » T'as pas tort. Je sais de quoi je parle. Crois-moi, y a que comme ça que tu pourras éclater des Tiger Claws. Ça l'a touché directement. D'ailleurs, c'est assez ballot vu de ce qui lui arrivera par la suite. Mais bref, le deuxième implant c'est un poumon et globalement il est lié là aussi à une sorte de pulsion, la pulsion amoureuse, pour Lucy puisqu'il souhaite l'impressionner. La plus grande partie fera suite à la mort de Maine, puisqu'en perdant sa figure paternelle, il s'est renforcé psychologiquement et a dû adopter des responsabilités importantes. C'est la pression de ne pas être à la hauteur, d'avoir des vies entre ses mains, qui l'amène à devenir une machine. Et enfin, le dernier arrive lorsqu'il doit sauver Lucy, la vengeance et la peur prenant le pas sur la raison. Globalement, il veut faire une pierre deux coups. En sauvant Lucy, il veut pouvoir assouvir sa vengeance. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'aucun humain ne peut supporter autant d'implants. Oui, il est devenu plus fort, oui, il est plus résistant que la moyenne, mais il reste avant tout un homme. La cyberpsychose se caractérise par son esprit qui mélange la réalité et les souvenirs. Le cerveau ne sait plus ce qui est réel. Ce que tu vois n'est pas la réalité, mais tes actions, elles, auront un réel impact autour de toi. Night City est un endroit violent où la discussion n'existe pas. La mort est tellement présente qu'elle n'a plus de réel impact. Bon, sauf si t'es riche. Et ça on le voit très bien par le prisme de David, il a été élevé dans des valeurs de bienveillance, mais en intégrant une nouvelle famille, il doit apprendre à tuer pour survivre. Sa première mort est assez légitime, un cyberpsycho devenu fou tue un membre de l'équipe. Pris d'orage, bien qu'avec hésitation, il appuiera sur la gâchette, et ça sera le début d'une longue liste. Depuis le temps, je sais même plus combien de pommards de Night City j'ai buté. Ça me fait ni chaud ni froid de les avoir tués. Dans ce monde, c'est un peu tuer ou être tué. Tout seul, tu ne peux rien faire, mais dans cette ville, tu ne peux faire confiance à personne. La ville sera toujours plus forte que toi. Tu peux simplement essayer de faire la différence. Ce n'est pas pour rien que... On dirait une prison depuis là. Une cage de lumière. En quelque sorte, cette ville forge des individus violents tournés vers l'individualisme. Pour s'élever socialement et exister dans cette société, il faut que d'autres en paient le prix. Les différents personnages que l'on rencontre dans cette série sont devenus ce que la ville a voulu faire d'eux. Par exemple, David a une évolution importante. Au début, il ne se rend pas compte de la réalité de la vie, puisqu'il n'a aucune réelle responsabilité. Il se laisse porter par les décisions de sa mère, mais surtout le rêve de celle-ci. Durant toute la série, David ne vivra pas réellement pour lui. Il vivra pour les autres, pour accomplir le rêve des autres. Alors tu vas travailler dur et grimper les échelons jusqu'à arriver au dernier étage de la tour Arasaka. Tu en es capable. Maman, regarde, je suis au sommet de la tour Arasaka. Et cette situation, c'est un peu le cas d'une bonne partie de la ville, qui travaille pour réaliser les volontés des corporations, alors qu'elles en parallèle ne leur donnent aucune considération. La seule chose qui importe, c'est leur bien personnel. Pour en revenir à David comme on l'a vu précédemment, il a vécu de nombreuses épreuves qui l'ont rendu plus mature. Mais pour autant, il n'arrive pas à vivre pour lui. C'est en ça que David est un paradoxe dans cette ville, il fait confiance aux autres, il pense que tout le monde a une part de bon en lui, et se refuse à croire en la fatalité de cette ville. Night City a beau l'avoir affecté, de par sa violence et son côté injuste, il ne baisse pas les bras. Le personnage de Lucy a aussi une évolution importante. Au début, elle a adopté les pratiques de cette ville, tombant dans la criminalité et n'ayant pas peur de trahir David à la première occasion. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on comprend ses intentions. Elle n'est pas à Night City par volonté, elle y est par contrainte, avec pour unique objectif de quitter cet endroit, qu'elle considère comme une prison. Contrairement à David, elle a un rêve, celui d'aller sur la Lune. Ce voyage pourrait représenter un échappatoire, lui permettant d'oublier ses problèmes et de passer à autre chose. Même si la vie sur la Lune n'est pas passionnante, elle n'a pas tous les défauts d'une ville gangrénée par l'hypocrisie et la peur. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter de trop vous spoiler, mais son histoire personnelle appuie aussi cette volonté d'évasion. Lucy représente donc en quelque sorte une fatalité, pour elle la ville est perdue et l'espoir se trouve ailleurs. Quant à Maine, il représente la cyberpsychose, enfin pas réellement au début. Les implants peuvent représenter une sorte de drogue, une fois qu'on y a goûté, on en veut toujours plus. En voyant les nouvelles possibilités qu'ils permettent, ils deviennent rapidement en quelque sorte obsolètes, forçant ainsi à s'en implanter de plus en plus. Maine, au vu de sa carrure et son comportement de dur à cuire, se pense insensible à la cyberpsychose, et quand les premiers effets apparaissent, il tente de les cacher par honte. Tomber dans la cyberpsychose, c'est perdre sa personnalité, perdre tout contrôle sur nous-mêmes, et ça c'est angoissant. Mais la cyberpsychose réagit au
fortes émotions. Plus on vit des expériences traumatisantes, plus on va se laisser aller et plus la machine grignote notre cerveau. Maine en tant que chef d'équipe a une énorme responsabilité sur les épaules. Il fait l'intermédiaire entre les donneurs de mission et son équipe. Si elle ne se passe pas comme prévu, tout retombe sur lui. Et c'est cette pression qui l'a fait tomber dans la cyberpsychose. Cette série nous montre bien ce côté dystopie futuriste. Au premier abord, cette ville fait rêver, toute cette technologie, cette évolution humaine qui semble avoir dépassé les limites que nous impose la nature. Mais pour autant, même si l'homme s'est éloigné de la nature avec le développement de la technologie, il semble en parallèle être revenu à un état primitif en cédant à ses pulsions. L'homme n'est plus ce qu'on pourrait qualifier d'homme. Il a même cédé sa part d'humanité au service d'un système tournant autour du profit et donc de l'argent. L'homme a créé la machine prend le contrôle de l'homme devient la machine. T'hésiterais pas à te jeter dans les flammes pour sauver quelqu'un, même en sachant que c'est toi qui risques d'être brûlé. T'es comme ça, c'est tout. Ce n'est pas grâce à sa vie qu'on se fait un nom chez les cyberpunks. C'est grâce à sa mort. Et c'est ni la vie ni la mort que tu mérites. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, mais j'ai vraiment apprécié la faire. Cyberpunk Edgerunners, c'est une série que j'ai vraiment apprécié à regarder. Déjà parce que les personnages sont super intéressants, et puis l'univers est vraiment intriguant. Donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Ça m'encouragera à en refaire. Et moi je dis bye tout le monde.